Bonjour Paul. Bonjour Ludivine. Et bonjour à tous. Bienvenue au podcast Connexion Primordiale. Le podcast qui... on sait pas, on cherche un slogan. Voilà, on est au début du podcast, on cherche un slogan. Le podcast qui quoi ? Le podcast qui nous fait renouer avec notre primordialité. Le but en créant ce podcast, c'est quoi ? C'est d'échanger de nos expériences. À nous deux, on a accumulé près de 35 ans, 40 ans d'expérience dans les domaines de la primordialité, de la périnatalité, de l'alimentation, du développement personnel, de tous les sujets qui nous passionnent. Et puis on est enseignant, formateur, on a un cabinet, on travaille avec différents types de publics et on a envie de partager dans ce podcast des petites expériences personnelles. Voilà l'idée. Alors aujourd'hui, on va aborder une thématique qui est liée à ce que j'appelle les 6 connexions primordiales. Et les 6 connexions primordiales, il y en a plus ou moins 6, des fois c'est 7 ou 8, ça dépend. C'est ce que j'estime d'assez important dans le monde moderne, de renouer, de connecter, de ce à quoi il est important de se connecter. Et j'ai tiré ces leçons, ces connexions primordiales de l'étude des enfants, de l'étude de l'humain et de toutes mes connaissances sur les réflexes archaïques, l'amélioration de l'apprentissage, la compréhension de la biologie, de la physiologie, etc. Et l'idée c'est de comprendre un peu notre fonctionnement et surtout de chercher à utiliser de cette compréhension plus ou moins intellectuelle ou basée sur l'expérience en cabinet, mais d'en faire quelque chose de praticable dans notre vie de tous les jours pour être plus en équilibre dans notre monde, il faut dire, très déconnecté de la nature, très déconnecté de ce qu'on pourrait appeler la primordialité. Voilà. Alors avant d'aborder la thématique, on a prévu de parler un petit peu, de donner des nouvelles de nous. Oui. Le grand challenge en ce moment, c'est l'alimentation pour nous. Il y a quelques mois, on a changé un peu notre mode d'alimentation. Et on va vous faire un petit topo. On va pas aujourd'hui parler spécifiquement de l'alimentation dans ce podcast, on fera un numéro spécifique. Mais là, aujourd'hui, on a décidé de faire une journée de ce qu'on appelle jeûne intermittent. Voilà, tu peux expliquer un petit peu, on a mangé hier soir. Voilà, on a mangé hier soir assez tôt, je crois. Voilà, de bonne heure. Juste après une formation, donner une formation qui finissait de bonne heure, vers 17h, et on a dû manger à 18h, voilà. Ouais, 18h. Et puis, pas de grignotage avant le coucher, ou quoi que ce soit. On a mangé quoi hier soir ? On a mangé... On se rappelle pas ? On se rappelle pas. Oh là, c'est honteux. On a dû manger des œufs. On a des œufs... Des avocats. Ah voilà, on a mangé des avocats avec des petites sauce à base de légumes avec l'avocat. Et puis on n'avait pas hyper faim, on a mangé de bonne heure après le cours et voilà, on n'a pas fait cuire de choses. On a juste mangé un petit peu d'avocat, puis c'est tout quoi, avec des petites sauces. On a grignoté des petites sauces. Ah oui, moi j'ai mangé une endive dans laquelle j'ai mis aussi des petites sauces dans des bouts d'endive. Et puis voilà, on n'avait pas très faim, mais c'était pas dans une recherche de ce qu'on allait faire aujourd'hui. C'était juste, on a mangé à notre faim. On savait pas forcément qu'on allait faire ça aujourd'hui. Non, on a décidé ça comme ça. Et alors ce matin, on n'a pas mangé au petit déjeuner. Quand on a eu faim, toi, moi j'ai l'habitude de pas prendre de petit déjeuner. Ça fait des années que j'en prends pas. Qu'est-ce que t'as entre guillemets mangé à l'heure? Moi j'ai du mal à pas déjeuner, c'est difficile pour moi. Je me sens faible, et c'est souvent d'ailleurs la faim qui me réveille le matin. Donc c'est vrai que commencer la journée en n'imaginant pas avaler quelque chose, soit sous forme liquide ou solide, c'est difficile pour moi. Donc du coup j'ai pris de la chicorée, buvable, naturelle, voilà, la chicorée, dans laquelle j'ai rajouté de l'huile de coco, du lait de coco, enfin de la crème de coco, et puis un peu de cannelle. Voilà. Et j'ai mixé tout ça pour que la consistance soit à peu près agréable, sinon il y a l'huile de coco qui vient à la qui surface. Surnage, et ça fait un petit peu quand on le boit, on a toute l'huile qui vient d'un coup, alors que là c'est bien homogène, ça mousse un petit peu. J'ai passé ça un peu au mixeur, ça mousse en effet, donc c'est plus agréable, on a l'impression de déguster une boisson genre cappuccino, ou voilà. Et puis... zéro sucre, rien d'autre que ça. Du gras, et puis l'arôme de la chicorée quand même, qui est agréable aussi, et que j'ai l'habitude de boire à différents moments de la journée. Donc ça m'a fait tenir la matinée. Voilà. Puis on a fait les courses. Ça a coupé la sensation de faim un petit peu. On a fait les courses. Parce que il faut bien donner à manger à nos enfants. Quand même. Voilà.
Et puis donc là c'est pas l'idéal quand même d'aller faire les courses quand on a décidé de quand on est rentré de faire les courses, on regardait tous ces bons aliments frais, ces bons légumes, ces bonnes choses et on s'est dit est-ce qu'on va continuer le jeûne intermittent toute la journée comme prévu aujourd'hui ou est-ce que on va pas le faire et craquer pour ces bonnes choses qu'on a achetées, mais on a dit qu'on faisait, donc on fait. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on recommanderait de faire des bonnes courses au magasin bio quand on se décide de pas manger. Évidemment, c'est pas l'idéal. Voilà. De même que préparer des repas pour les autres. Pour les autres, voilà. Surtout les premières fois. Moi, c'est pas la première fois que je fais ce type de choses, voilà. Et puis quand on est rentré, quand un peu plus tard, vers 14h, on a eu un petit peu faim quand même, justement quand on est rentré des courses, on a recommencé cette même recette. Voilà. Et là, moi, j'en avais pas pris de matin, c'est la première chose que j'ai pris de la journée, donc à 14h, 14h30, une tasse, voilà, de chicorée améliorée avec donc de la graisse de coco, de la crème de coco et puis une pincée de cannelle. Voilà. Et comment tu te sens? Bah là ça va. Je suis en train de discuter donc je pense pas trop à ma faim. Je pourrais pas dire que j'ai faim non plus, mais c'est plutôt un changement d'habitude qui décontenance un petit peu. Là, on a décidé d'être sur un jeûne intermittent, c'est-à-dire qu'on a pour but de manger ce soir un dîner avec nos enfants. Après l'école, ils auront faim, on va manger avec nos enfants. Manger de bonne heure, et puis essayer de répéter ça sur quelques jours, ce serait chouette. Voilà, de répéter ça sur quelques jours. C'est-à-dire donc un repas par jour. C'est ça. Et il y a beaucoup de peuples ou de gens qui font ça, qui mangent un repas par jour. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, on était 5 enfants. Ma mère s'est retrouvée seule parce que mon père était malade et ils ont engagé une jeune fille au père. Et puis à un moment donné, dans la jeune fille au père est partie, et on a eu un jeune homme au père qui est un monsieur africain d'Afrique noire qui s'occupait de nous. Et lui, il ne mangeait que le soir. Ouais. Il faisait un seul repas par jour, le soir, et il faisait un bon repas. Je me rappelle, il avait une recette que j'adorais de riz à la cacahuète, qui était super bon, et il mangeait que le soir. Voilà, et il disait, moi j'ai toujours mangé comme ça que le soir, dans ma famille on mange que le soir, et moi évidemment, à l'époque j'étais adolescent, je trouvais ça complètement saugrenu, j'avais faim toute la journée, etc. Donc voilà. Donc, peut-être avant d'aborder le sujet de la connexion primordiale que on veut aborder aujourd'hui, nous dire la question que les gens peuvent se poser, qu'on peut se poser, c'est et pourquoi on veut faire un jeûne intermittent? C'est quoi l'idée de se priver, même si là on n'a pas faim, on peut pas dire qu'on a faim. Au moment où on a eu faim lors du repas, on a pris cette petite boisson et la faim est passée. L'idée, c'est si jamais on est tenaillé vers 16 heures de faim, de recommencer la même chose. Ce qui aura fait pour toi 3 tasses de chicorée grasse, on va dire, et moi 2, si jamais ça me reprend. Donc voilà, c'est ça l'idée. Alors toi, quelle est ta motivation du jour? Moi, ma motivation, c'est d'aller nettoyer un petit peu mon organisme pour qu'il puisse fonctionner plus efficacement. Et ce que j'aimerais améliorer, c'est la vitalité, en fait. Voilà. Plus de vitalité, ouais. Et là, moi, je me base sur des témoignages de ce qu'on a lu, de ce que d'autres personnes qui ont déjà pratiqué le jeûne m'ont décrit. Et pour l'instant, je me sens pas capable de faire un jeûne total. Voilà. J'avais fait des monodiètes, des choses dans ce genre-là. Mais le jeûne total, je m'en sens pas prête. Je m'y sens pas prête pour l'instant. Donc ça m'a paru un bon compromis de laisser mon corps au repos plusieurs heures, de nombreuses heures d'affilée. Et puis petit à petit que mon corps puisse aller puiser dans les graisses quand il en a besoin et que j'ai une vitalité ou un carburant qui soit présent tout au long de la journée, sans coup de barre, sans coup de pompe, parce que moi j'ai souvent des coups de barre après les repas. Et voilà, j'ai envie de tester ça pour voir ce que ça peut apporter, réinitialiser un petit peu les choses. C'est ça. Et c'est souvent une suite logique de gens qui cherchent à manger de manière qu'on appelle cétogène, l'alimentation, la nutrition cétogène, et on en parlera plus une autre fois, mais très souvent, le fait de se nourrir de manière cétogène fait que on a beaucoup moins faim et qu'on peut sauter facilement des repas, et ça aide justement le corps à aller puiser dans les graisses évidemment qu'on mange, mais aussi les graisses du corps, et du coup, au lieu d'avoir des pics de glucides qui montent et qui descendent avec des coups de fatigue dans la journée et une énergie en dents de scie, la théorie que nous n'avons pas encore expérimentée pleinement, et qu'on a beaucoup plus d'énergie, et une énergie qui est égale tout au long de la journée. En général, les gens se sentent plein d'énergie pour faire du sport, ils ont beaucoup d'énergie au niveau mental, intellectuel,
Et nous, c'est quelque chose qu'on recherche parce qu'avec notre boulot, on est énormément sur la route, on bouge beaucoup, on va à l'hôtel, on va dans différents endroits, on voyage, et puis on a beaucoup de travail intellectuel et on voudrait ressentir ça. Donc moi aussi, c'est aussi parce que en ce moment, j'ai eu des douleurs de dos. Et ça a entraîné de la fatigue, et puis j'ai une conjonctivite, et je sens bien que c'est difficile, j'ai du mal à m'atteler au boulot, et j'ai envie de retrouver plus d'énergie. Donc on se dit qu'un peu de jeûne intermittent, alors sur intermittent ça veut dire quoi? C'est pas un jeûne intégral, et c'est un jeûne où on va pas jeûner plusieurs jours consécutifs, se priver de nourriture plusieurs jours consécutifs. Ça je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, et on en parlera éventuellement, mais on cherche à éloigner les repas les uns des autres. Donc il y a des gens, ça pourrait être juste de sauter le petit déjeuner, ou de sauter le dîner. Ils font le petit déjeuner normalement, le déjeuner normalement, et on saute le dîner. Et puis du coup, ça laisse le corps longtemps en repos, tout le système digestif, c'est-à-dire toute l'après-midi, la soirée et toute la nuit le lendemain. Donc ça met le corps au repos et ça crée un état assez intéressant. Voilà. Donc l'idée, ce serait soit de faire par exemple ce jeûne plusieurs jours d'affilée, en ne mangeant que le soir, soit peut-être un jour sur deux, ou 2 ou 3 fois par semaine. On n'a pas d'idée préconçue, on verra bien en fonction de comment on se sent. C'est pas non plus quelque chose qu'on veut s'imposer, c'est juste on écoute notre corps et on voit comment on se sent. Donc voilà pour les petites nouvelles du jour. Et peut-être on peut aborder la thématique qu'on a prévu d'aborder aujourd'hui. Oui. Alors, les connexions primordiales. Voilà, les connexions primordiales. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les connexions primordiales, ce sont ces différentes thématiques qu'il est, selon moi, intéressant de chercher à développer dans sa vie. On va pas citer toutes les connexions primordiales aujourd'hui, mais quelques-unes, et on va en explorer la première. Donc, dans les connexions primordiales, il y a la connexion dite sensorielle, la connexion motrice, la connexion nourricière, la connexion ludique, et puis d'autres connexions liées à la créativité, l'exploration, et puis la synthèse un peu de tout ça. Donc ça fait 6, 7, voire 8 connexions primordiales. Tout n'est pas encore très bien pensé ou réfléchi. Voilà, ça évolue. Hein. Comme tu sais, dans l'évolution des cours d'IMP, puisque on a créé l'intégration motrice primordiale, ou en tout cas j'ai initié ça en 2011, et puis on travaille ensemble depuis pas mal d'années maintenant, puis on vit aussi ensemble, et les choses évoluent. Ils évoluent en fonction des découvertes que nous faisons nous en cabinet, dans notre vie personnelle, dans nos formations, et puis par les formations que nous suivons nous-mêmes avec d'autres professionnels, ou les lectures, ou les DVD, les vidéos que nous achetons, que nous étudions dans le cadre de tout ce qui est le yoga, ou la relaxation, ou les automassages, le développement personnel, etc., etc. Donc ça fait évoluer un peu tout ça. Mais la première connexion qui me semble importante, c'est la connexion sensorielle. En fait, l'idée, c'est beaucoup, moi, dans notre travail en IMP, c'est ce qu'on appelle la primordialité, ou le travail sur le réflexe archaïque, c'est d'étudier le nouveau-né, le petit homme, et de voir comment il fonctionne, et de s'en inspirer pour notre vie quotidienne à nous en tant qu'adultes. Et la chose que je pense qui est la plus importante à regarder en premier lieu dans notre vie, c'est ce que j'appelle un petit peu pompeusement peut-être la connexion sensorielle, c'est de s'ouvrir à ses sens. Et c'est ce que Paul et Gail Denison, les créateurs de l'éducation kinesthésique et du Brain Gym, appellent le rôle de l'observateur. C'est-à-dire que le bébé, quand il vient au monde, il est tout observateur. Et on sait bien que déjà que le fœtus apprend des choses. En quelque sorte, le bébé, c'est enfin, pas en quelque sorte. J'ai même tendance à penser que l'être humain est un apprenant, et que le petit homme est un apprenant qui est constamment en train de découvrir le monde autour de lui, et évidemment, principalement, avec ses sens. Alors, pas exactement comme nous, c'est vrai que nous, en tant qu'adultes, on a un sens visuel, auditif, très prépondérant, on va beaucoup parler, le principe du podcast, faire des vidéos, à l'école, on nous enseigne des choses de manière auditive, on nous montre des choses au tableau, ou des vidéos, c'est visuel, et on est extrêmement dans le visuel et dans l'auditif dans notre société, avec la prépondérance des écrans et de l'audiovisuel, mais c'est pas le cas chez le bébé. C'est-à-dire que le bébé, sa vision est pas encore très développée. Au niveau auditif, il ne comprend pas encore le langage, même s'il est très sensible aux intonations et au langage, il n'est pas dans la compréhension langagière. Il faudra quelques mois encore, voire années, mais
par contre, ses sens plus primitifs sont très développés, comme l'odorat, le goût et le toucher. Il est très sensible au niveau du toucher. Voilà. Et on peut dire que, et aujourd'hui les neurologues, les spécialistes de l'éducation, etc., sont tout à fait d'accord avec cette assertion que le bébé apprend par l'expérience et par l'observation. Et pas parce qu'on lui dit, souvent, c'est le grand problème des parents, fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. Et malheureusement, c'est pas comme ça qu'on élève, ou heureusement, c'est pas comme ça qu'on élève les enfants. Les enfants se basent sur ce qu'ils voient, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils comprennent de ce que nous faisons nous en tant qu'adultes. Et c'est l'exemple que je dis toujours, c'est très difficile de dire à ses enfants, ne mange pas hors des repas, alors que nous, en tant qu'adultes, on ouvre les placards à tout moment pour aller grignoter dans les placards ou ouvrir le frigo, mais notre enfant ne doit pas le faire. Souvent, on a des principes pour nos enfants qu'on n'applique pas à nous, et ça, c'est très difficile. Donc, le rôle de l'observateur, c'est avant tout d'observer ce qui se passe dans mon corps, mes sensations corporelles. Avant de chercher à se tourner vers « il faut que je fasse ça, il faut que je mange comme ci », puisqu'on vient de parler d'alimentation, ou « je dois me comporter comme ça », ou « je dois faire tel mouvement ». Combien de fois nous avons cherché à appliquer des programmes de gym ou de quoi que ce soit qui nous faisaient pas forcément du bien, parce que c'était pas quelque chose qu'on ressentait, ou on faisait trop de répétitions, ou trop longtemps, ou comme des gens ils veulent se mettre à courir, et ils cherchent à faire toujours plus jusqu'à se faire mal, au lieu d'écouter leurs sensations. Donc la première connexion, c'est ces connexions sensorielles, avec le rôle de l'observateur. Et j'ai tendance à penser, comme Paul Denison, que si je suis en contact avec ce que je ressens dans mon observateur, eh bien, je vais découvrir ce qui est bon pour moi, ce qui me fait du bien, ce qui m'équilibre, et ce qui, au contraire, est mauvais pour moi. Mais, il y a un gros mais, dans notre monde moderne, c'est difficile d'observer les choses. Alors pourquoi ? Eh bien, principalement parce qu'on a beaucoup de choses non naturelles qui nous entourent. On a un mode de vie déconnecté de la nature, et c'est difficile de ressentir ce qui est bon ou pas pour nous. Exemple, l'alimentation, puisqu'on en parlait. Je vais pas dire à quelqu'un, mets-toi devant des paquets de gâteaux et des tas de fromage et des fruits et des bonbons et des machins, et ressens ce que tu sens qui t'attire. Pourquoi ? Parce que ces aliments industriels, les bonbons et les gâteaux par exemple, sont des aliments transformés, modifiés, avec dedans des exhausteurs de goût, des parfums de synthèse et des choses qui vont tricher, biaiser nos sens et faire qu'on va être attiré par des choses qui n'existent pas dans la nature et qui, on le sait bien, sont néfastes pour nous, surtout à haute dose. Or le problème, c'est que ces aliments, ils sont souvent, et c'est fait exprès, les biscuits, les gâteaux, le sucre, la graisse hydrogénée, les parfums de synthèse, etc., sont très addictifs et faits pour nous attirer quand bien même on n'a pas faim. Pareil pour les biscuits apéritifs, on va bouffer plein de biscuits apéritifs, on va manger plein de choses, et puis après on se met devant un repas avec de la bonne nourriture, ou de la plus ou moins bonne nourriture, et on va boire des tas de trucs caloriques et qui sont faits pour, etc. Et on va se retrouver dans une spirale infernale, et on a du mal à savoir ce qui est bon pour nous dans ces aliments. Donc si on veut dire écoute tes sens pour voir ce qui est bon pour toi, ça sous-entend dans le cas de l'alimentation, à condition d'avoir des aliments naturels. Donc voilà un exemple typique. Mais bien sûr, aussi, notre mode de vie, on bouge pas beaucoup, et ça, c'est souvent quelque chose qui fait qu'on ressent plus notre corps. On a tous vécu l'expérience d'être devant un ordinateur ou un film, on reste comme ça, on est absorbé ou par sa tablette ou sur Facebook, sur notre téléphone, on est absorbé pendant de longues minutes, et parfois même plusieurs heures, et quelque chose nous fait sortir, j'ai envie de dire, de cette torpeur numérique, et puis on se rend compte que notre corps est tout tendu, qu'on a mal à la tête, qu'il y a des tensions dans le dos, qu'on a soif ou on a faim, on n'était plus connecté à notre corps. Parce que cette électronique, ces écrans, ce monde virtuel, justement, nous a fait sortir du monde réel tridimensionnel et fait qu'on ne sent plus grand-chose, et on ne sait pas à quel moment s'arrêter, on a du mal à faire des pauses, et moi-même je me rends compte, des fois on est concentré à faire les manuels de cours, et on doit se forcer à faire une pause, parce qu'on dit encore ça, ça s'arrête jamais, et on pourrait faire des heures sans boire et sans manger, mais surtout sans faire de pause mouvement. Donc on ressent plus notre corps, dans ce cas-là. Donc c'est vrai que dans notre monde moderne, assis sur notre chaise, sans bouger, on a du mal à ressentir les choses. Alors, j'aime bien appeler cette connexion, je disais, l'observateur, c'est aussi un petit peu le réceptif, c'est notre capacité à recevoir les choses, à écouter mes sens. Par exemple, mes yeux, est-ce que mes yeux sont, depuis plusieurs heures, toujours focalisés à la même distance ?
On vient de parler de l'écran d'ordinateur, ou même du livre. Si je fais une pause de l'écran d'ordinateur pour lire ou pour passer à mon téléphone portable, ma vision est toujours ce qu'on appelle la vision proximale. C'est toujours une vision toujours proche. Or, notre système visuel est justement conçu pour la vision distale. Parce qu'on est conçu pour vivre dans la nature, pour aller chasser, cueillir, se promener, grimper aux arbres, aller dans la montagne, aller au bord de la mer, voir l'horizon, voir la campagne, et même si on vit en forêt, il y a des peuplades qui vivent dans des forêts, ils ont une vision qui est à quelques mètres. Alors que nous, on parle de quelques centimètres pendant des heures par jour, et ça commence par les petits-enfants, très tôt, où ils sont entourés d'écrans, ou tout simplement ils vont à l'école, et ils sont dans les cahiers, dans l'écriture et dans la lecture, et au plus loin qu'ils peuvent voir, c'est le tableau. Celui qui est devant, il voit moins loin que celui qui est au fond de la classe, mais voilà. Donc, est-ce que j'ai un équilibre vision proximale, vision distale, par exemple? Et ça, c'est très intéressant quand on sait que la plupart de la population souffre de troubles visuels et a besoin d'une béquille pour y voir bien, c'est-à-dire des lunettes. Pas si, comme toi, ça te fait bizarre de penser que la plupart de nos contemporains ont un de leurs 5 sens, il y a plus que 5 sens aussi aujourd'hui, mais qui est déficient. Est-ce qu'on peut imaginer que la plupart de nos contemporains auraient un trouble de l'audition, auraient un trouble du goût, de l'odorat, de l'équilibre? Et là, on parle de pourcentage énorme, ou un trouble de la marche, ou un trouble corporel quelconque. On considérerait que c'est une sorte de handicap. Et je pense que la raison pour laquelle on ne trouve pas que c'est un vrai problème de société, le fait qu'on ait tous besoin de lunettes, c'est que il existe les lunettes, et que c'est tellement facile de mettre des lunettes, et que finalement on arrive très bien à vivre avec, et tant mieux, je suis très content que les lunettes existent pour tout le monde, mais est-ce que c'est pas bizarre que dans notre monde moderne aujourd'hui, on se rende pas compte que on est tous myopes, ou on considère que la presbytie c'est normal à partir de 40 ans parce que notre œil ne travaille plus, il a plus l'habitude de regarder proche, loin, etc. Et donc, là, je reviens à mon observateur. J'ai des lunettes. J'enlève mes lunettes. Je suis myope. Je regarde autour de moi. Je vois flou. Je vais pas en mourir, je vous rassure, de regarder flou. Si on enlève ses lunettes pendant quelques minutes, je reste dans la détente de mon œil et je m'aperçois que je vois flou. C'est le monde tel que le perçoit mon cerveau, déformé, flou, mais c'est une observation. Et je pense que c'est important, tout comme on accepte notre corps, tout comme on accepte notre physiologie, nos difficultés aussi psychologiques, etc., d'accepter de voir le monde tel qu'il est et d'accepter de dire « Tiens, c'est ma manière de voir le monde ». Et c'est pas un jugement. Et c'est là où je veux en venir aussi, c'est que le contraire de l'observateur, de ce que j'appelle la connexion sensorielle de l'observateur, serait le juge. Mais pas le juge qu'on peut imaginer, qui est avec toutes les vertus d'impartialité, etc. Mais le jugeant, la personne qui nous juge, qui nous regarde avec ce regard justement de bien et de mal, en disant tu fais pas ce qu'il faut. Et on pourrait dire aussi le critique. Voilà, c'est mal ou c'est bien. L'observation, c'est pas du tout ça. Et je repense au bébé. Le bébé, il fait ni mal ni bien. Le bébé fait des expériences de vie. Il joue avec ça. Ça lui fait du bien, il recommence, ça lui fait du mal, il évite de recommencer, et ainsi de suite. Et souvent, dans notre vie, on va agir uniquement basé sur ses biens ou ses mal. Et, par exemple, on parlait d'alimentation, c'est un sujet très délicat. C'est bien ou c'est mal de manger ça. Et combien de fois on mange des choses qu'on était persuadé qui sont bonnes, et puis après on nous dit que c'est mal, et puis que quelque chose était nocif, et puis maintenant on dit que c'est bien. Je pense aux œufs, par exemple, on a dit pendant des années, moi toute mon enfance, adolescence et âge adulte, les œufs c'est du cholestérol, c'est mauvais pour la santé, etc. Moi j'ai essayé d'enlever les œufs pendant pas mal d'années, j'ai du cholestérol. Et je me suis forcée à pas manger d'œufs, pas manger de matière grasse, t'as du cholestérol, pas de beurre. Attention, quand on dit on a du cholestérol, c'est comme on dit j'ai de la température. On a tous du cholestérol et de la température. Oui, trop il faut dire, voilà, selon les critères de l'époque, on considérait que ton cholestérol était anormal. Oh bah même selon les critères de maintenant. De maintenant encore, oui, voilà. Et donc ce serait dangereux. Et donc il faudrait pas manger d'œufs. Bah oui. Et il y avait toute une éviction, tout un régime alimentaire qui m'a été proposé par rapport à ça. Bon, j'en ai pas forcément tenu compte plus que ça, mais ça m'avait quand même pas mal interpellé, quoi, de me dire, ah bah, faut arrêter les œufs, faut arrêter le fromage. Et pendant des décennies, on a banni les œufs de toute personne qui avait un tout petit peu de cholestérol. Et puis, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et les associations médicales mondiales
disent, et c'est basé sur la recherche médicale, qu'en fait, c'était pas justifié, qu'il y a aucune corrélation entre le fait de manger des œufs et même de la crème, du fromage et de la graisse et le taux de cholestérol. Et donc aujourd'hui, les autorités sanitaires des différents pays sont en train de faire machine arrière et de dire que voilà, on peut manger du beurre et des œufs, ça n'a pas d'impact sur le cholestérol, et de plus en plus d'ailleurs, bon là c'est une aparté, mais de médecins et de spécialistes disent, et d'ailleurs il se pourrait bien, et même certains l'affirment, que le cholestérol n'est pas de lien avec les maladies cardiovasculaires. Donc ça, ce sera encore pire. Mais toutes ces injonctions nous perdent beaucoup, et on entend souvent les gens, ou même des stagiaires qui suivent les cours avec nous dire, mais on sait plus ce qu'on doit manger. On sait plus ce qu'on doit manger, mais comme on sait plus quel sport on doit faire, on sait plus quel mode de vie adopter. Donc cette connexion sensorielle, c'est difficile dans un monde, je pense qu'on a accès à beaucoup d'informations. En même temps, c'est super intéressant parce qu'on peut s'informer, savoir étudier différentes choses pour ressentir si c'est juste et adapté pour nous. Mais ça peut nous mettre dans une certaine confusion aussi, quand les discours sont contradictoires. Ça change beaucoup. D'une décennie à l'autre, même d'une année à l'autre maintenant, les conseils médicaux changent au niveau de la santé, au niveau du bien-être, etc. Donc l'idée que tu as énoncée tout à l'heure de la perception en fait, d'être dans l'accueil de qu'est-ce qui se passe pour nous, qu'est-ce qui est juste, et après d'aller tirer la bonne information, enfin celle qui sera adaptée pour nous. Ça c'est pas évident. Absolument. C'est pas évident parce qu'on est en contact avec beaucoup de personnes qui ont des avis différents. Les médias, la peur, le fait de jouer sur la peur aussi, il faut faire ça, les injonctions, parce que sinon il va vous arriver telle ou telle chose. Ça peut nous rendre plus difficile cette connexion à nous-mêmes. Ouais, et je pense aussi à la notion temporelle par rapport à cette connexion sensorielle, de se dire on a la plupart d'entre nous, on a un emploi du temps bien chargé, et c'est vrai que le fait de pouvoir s'accorder des temps où on va aller un petit peu à l'intérieur de soi, je parle là plutôt pour moi, c'est difficile, parce qu'on a toujours plein de choses à faire, plein d'idées, plein d'envies, des obligations, qu'on se crée la plupart du temps, personne nous demande rien finalement, enfin... Et du coup, comment retrouver cette connexion, prendre le temps d'aller observer à l'intérieur de nous, d'aller dans la nature, regarder au loin, comme tu disais, d'aller prendre le temps de faire son marché pour choisir quels légumes on a envie de manger cette semaine, etc., etc. Ça, c'est des choses qui sont pas forcément simples à mettre en place. Non, mais souvent, moi, je dis souvent, je tâche de changer parfois mon point de vue, mon état d'esprit. C'est-à-dire que souvent, on peut penser que les courses, c'est une perte de temps, que faire à manger c'est une perte de temps, que aller à pied plutôt que de prendre les transports en commun ou la voiture c'est une perte de temps. Et puis du coup on a perdu ce temps, mais qui finalement va nous servir à quoi? C'est-à-dire que après on va aller faire du sport, après on va aller faire des activités, alors que si par exemple on fait les courses à pied, on fait d'une pierre deux coups. Et le temps qu'on prend à faire ça, peut-être on aura moins besoin de faire la méditation et le yoga qu'on doit faire parce qu'on s'est stressé à faire vite les courses pour se dépêcher, pour faire quoi? Pour aller au cours de gym après. Alors qu'on pourrait faire les courses en faisant la gym et, si je puis dire, à vélo, et faire les courses en prenant son temps, en pleine conscience, en cherchant à aller le plus lentement possible et en quelque sorte comme un exercice. Moi, je l'ai vécu j'ai bien vécu ça pour étendre le linge. J'ai toujours trouvé que étendre le linge, c'est une corvée, ça prend du temps d'étendre le linge, et je trouvais que c'était du temps perdu, et je faisais ça très mal. Mettre en vrac sur le truc, et je me faisais toujours, par la mère de mes enfants, je me faisais toujours critiquer en rigolant, en disant ah voilà les hommes, etc. c'est mal fait, vous voulez vous débarrasser vite de la tâche, jusqu'au jour où j'ai compris que je pouvais faire la méditation de l'étendage du linge, de prendre le temps de bien étendre. Alors oui, finalement, si on est réaliste, au lieu que ça prenne 5 minutes, ça en prendrait 7 ou 8. Ça prend pas beaucoup plus de temps, mais c'est des minutes vécues en pleine conscience, dans l'observation de ce que je ressens. Avec une sensation plus agréable. Avec une sensation plus agréable, en final. Et dans notre monde très précipité, on veut toujours se précipiter à faire vite les choses, mais pour faire quoi finalement? Regarder la télé, comme les moyennes françaises le disent, qui sont tellement incroyables, le nombre d'heures par jour où on passe à regarder la télé, à faire des écrans, c'est pas des heures où on va faire des choses qui sont forcément équilibrantes pour nous. Donc si on peut donner plus de présence à ce qu'on fait, c'est chouette.
Alors là non plus, il ne faut pas que ça devienne une injonction, et c'est pourquoi j'aime bien cette idée de première connexion qui est sensorielle. Sensorielle, c'est écouter nos sens. C'est pas il faut que j'étende le linge maintenant en pleine conscience chaque fois que je fasse mes courses comme ceci. C'est au jour le jour d'apprendre à s'écouter au mieux. Par exemple, nous, qu'est-ce qu'on a fait ce matin après cette levée? On a donné cours pendant 4 jours. On a des courbatures. On a fait une journée où qu'on enseigne sur les automassages. Et ça nous arrive évidemment nous de faire des automassages, mais quelques minutes par-ci, par-là. Mais là, une journée plusieurs heures d'automassage de toutes les parties du corps, comme nos stagiaires, comme nos élèves, on a fait des courbatures. Donc là, ça fait 2 jours, on a encore des courbatures. Donc ce matin, on était tout courbattus. Et ben du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Du yoga. On a fait 15 minutes de yoga. Un petit peu d'automassage quand même. Et un petit peu d'automassage après. Au début, on a dit tiens, on va refaire des automassages. On a dit non, on va pas faire des automassages. On a mal partout, on touche plus aux automassages. On a d'abord fait 15 minutes de yoga très doux, d'étirement du corps, de rotation, etc. Et puis ensuite, on a eu envie de faire des petits automassages. Et je dirais qu'on a fait encore une quinzaine de minutes d'automassage. Donc on s'est fait une demi-heure de bien-être. Voilà. Pour le yoga, on n'est pas des adeptes du yoga, c'est-à-dire on suit pas des cours de yoga. Je vais avouer, j'ai une application sur mon téléphone portable et sur ma tablette où je peux télécharger, ça coûte pas cher du tout. Je sais même pas si c'est payant ou oui, ça coûte pas cher. On peut télécharger des tas de séances de yoga et puis on choisit des séances de 5, 10, 15 minutes ou voire plus. Et là, on a fait une séance de 15 minutes sur le dos. Et voilà, ça nous a fait du bien et ça nous a mis de l'énergie pour la journée, donc ça c'est bien. Surtout aujourd'hui où on fait le jeûne jusqu'à ce soir seulement, encore quelques heures. Voilà. Donc l'opposé de ça, je disais, c'est le critique ou le juge, mais le juge du regard jugeant, pas le vrai juge neutre justement. Ou parfois j'aime bien dire l'expert. J'aime pas les experts, et je me considère pas, nous on se considère pas comme des experts, on est des praticiens de ce qu'on fait. Par exemple, là, on parle de nutrition, on n'est pas des experts en nutrition, on parle de yoga, on n'est pas des experts de yoga, et j'aime pas tellement l'idée d'expertise. Attention, s'il y a des experts en quelque chose qui nous écoutent, c'est pas une critique, mais c'est la chose suivante. Moi j'ai pratiqué jeune les arts martiaux, et quand on pratique les arts martiaux, ce qu'on fait en général, c'est par exemple, on est ceinture blanche, ceinture jaune, ceinture verte, ceinture orange, ceinture, je me rappelle plus, bleu, marron, noir, et on évolue. Et une tendance que l'on aurait, après qu'on ait fait une première année, par exemple, on a un certain niveau, et puis quand on arrive à la 2e année, on voudrait pratiquer à des gens qui ont notre niveau, ou un petit niveau supérieur, mais on n'a pas envie de faire avec les débutants, parce que ces débutants, ils font mal. Et puis quand on est la ceinture au corps d'au-dessus, c'est pareil. Or, dans les arts martiaux, c'est jamais comme ça. Qu'est-ce que demande le professeur? C'est que ceux qui sont plus avancés travaillent toujours avec les débutants. Et c'est extraordinaire, parce que enseigner quelque chose à quelqu'un nous oblige à maîtriser cette chose. Et on se croit expert, et on se rend compte qu'on n'est pas expert. Il y a toujours quelqu'un qui a une année de plus que nous, qui a une ceinture au-dessus de nous. Et le professeur répète souvent dans les arts martiaux orientaux de regarder avec le regard du débutant. Et pas de celui qui sait, parce que sinon on arrive, je sais, on va faire ça, on va faire ces exercices, ça c'est les exercices du débutant, on veut pas répéter les exercices du débutant, on veut faire les exercices avancés. Or, les maîtres en arts martiaux font toujours les exercices du débutant, toujours, et ils disent, c'est toujours différent. Et moi qui ai pratiqué de nombreuses années, toujours les mêmes mouvements, mais toujours différents, pour plein de raisons. Parce que on évolue soi-même, parce que notre pratique évolue, notre psychisme évolue, notre corps change, C'était pas pareil à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, et maintenant j'arrive à 50 ans, c'est plus la même chose. C'est les mêmes mouvements, mais c'est plus le même pôle. Donc je les vis différemment. Et j'aime bien cette idée on arrive au dojo, le dojo c'est la salle de pratique des arts martiaux, avec le regard du débutant. Si on est dans l'habitude, et on ne voit plus les nouveautés. Et donc la fait de travailler avec les débutants, c'est une bonne chose. Et je trouve qu'à l'école, les classes où il y a plusieurs niveaux et où on demande aux élèves plus âgés ou aux élèves tout simplement de même classe qui arrivent mieux d'expliquer à ceux qui ont plus de mal, c'est très important. C'est très important. Donc c'est pour ça que j'aime bien de pas être un expert en quelque chose dans le sens où je crois tout savoir et j'ai plus besoin de faire le truc du débutant. Le bébé, il considère pas qu'il est un expert, il est toujours en contact avec ses sensations. À un moment donné, il marche debout, à un moment donné, il se remet à 4 pattes, alors qu'il a maîtrisé le debout. Et s'il est à l'écoute de son corps, il y a des moments où il a envie de faire du 4 pattes. Et on va pas le disputer pour dire,
non, maintenant que tu sais marcher debout, c'est interdit de faire du 4 pattes. Et souvent dans notre vie, on s'interdit de revenir à des choses de base. Et c'est important. Donc voilà pour cette première thématique, cette première connexion sensorielle, de revenir à l'écoute de ses sens. Mais on le disait, dans notre monde moderne, c'est pas évident. C'est pas toujours évident. Oui, c'est pas évident, mais ça commence tu parlais de l'école maternelle, ou dès la crèche, où alors il y a des super lieux, structures d'accueil petite enfance, avec des projets très intéressants, mais pour former un certain nombre de personnes dans des crèches, dans des structures petite enfance, je trouve souvent que on cherche à avoir des projets très ambitieux, de faire des activités d'éveil aux enfants. Alors il y a des choses très bien autour de la peinture et on fait venir des intervenants, mais des choses très basiques comme aller faire la promenade par exemple, ou prendre le temps de se laver les mains avec l'enfant, ou pouvoir favoriser justement le côté réceptif des choses en lui offrant des petites pauses de détente par le biais du massage, etc. Ça, c'est des choses qui sont un peu plus compliquées à mettre en place, alors que pour moi, ce sont des basiques par rapport à cette connexion sensorielle dont on parle aujourd'hui. Et les enfants baignent dedans toujours, ils vivent au temps présent, et pour peu qu'on leur laisse la possibilité d'expérimenter ça encore et encore, ils sont très demandeurs de tout ça. Et c'est vrai qu'on a tendance, je trouve qu'on a tendance à mettre en place des activités toujours plus originales, tout à fait. Les unes que les autres, alors que les fondamentaux ne sont pas toujours expérimentés avec les tout petits. Oui, tout à fait. Et c'est vrai aussi dans notre vie, on veut toujours plus de toutes sortes de choses, et de pas revenir, de vouloir s'écarter des choses trop simples qu'on considère comme simplistes. Alors justement, en intégration motrice primordiale et dans les enseignements qu'on peut proposer, on se contente pas de dire voilà, la connexion sensorielle, ça existe, il y a des outils qu'on met en place pour nous aider à recontacter ici cette connexion-là primordiale. On verra les autres connexions, la connexion motrice, nutritionnelle, ludique et autres, exploration, créativité. Qu'est-ce qu'on propose? Donc on a des choses que nous proposons en IMP et qui sont un peu la résultante de toutes nos expériences de vie, de travail en cabinet et puis de formation. Premier outil que nous utilisons, on a déjà vendu la mèche en quelque sorte, c'est les automassages. Voilà. Les automassages à l'aide d'outils. Bien sûr, on peut s'automasser avec sa propre main, comme c'est dans les traditions japonaises ou chinoises ou orientales, mais nous utilisons beaucoup les automassages à l'aide d'outils, c'est-à-dire bâton, rouleau, balles surtout, beaucoup les balles d'automassage, et puis il existe des tas d'autres outils pour s'automasser qui sont intéressants. Quel est le but de pratiquer des automassages? Bon, pour dire vrai, les automassages c'est bien, mais aussi on aime bien les massages qui nous font revenir à notre corps. Donc si on a la chance d'être avec un partenaire et de pouvoir échanger des massages, c'est toujours bien. Si on a la chance, et nous on a la chance de une fois par mois, on va se faire masser chez un masseur professionnel, ou plus exactement il vient à la maison, on fait des échanges, voilà, et ça nous permet de revenir à notre corps, à nos sensations, à libérer les tensions. On sait aujourd'hui, on va pas citer, mais toutes les études qui ont prouvé l'intérêt du massage, mais nous qui travaillons surtout toi avec les bébés, auprès des publics de tout petits, on sait à quel point c'est important de masser les enfants, les tout petits, et qu'on devrait continuer à faire ça tout au long de notre vie, que c'est quand même le plus grand sens qui prend le plus de place dans notre corps, c'est toute notre enveloppe corporelle, et le massage, le toucher bienveillant est absolument essentiel. À côté de ça, les automassages vont aussi pouvoir aller chercher les nœuds que nous accumulons dans notre corps. Et on évoquait tout à l'heure le fait d'être trop longtemps assis toute la journée, de pas assez bouger, ça... Dont on n'a pas conscience, les nœuds dont on n'a pas conscience. Et voilà. Les restrictions. On va créer des adhérences, des nœuds, ce qu'on appelle des points triggers aussi, des régions corporelles où ça circule plus très bien, où ça se rigidifie, et malheureusement ça arrive. Bon, on serait un sportif qui s'entraîne toute la journée, ce serait la même chose. Il aurait ses propres rigidifications corporelles, ses propres nœuds, tout mode de vie, puisqu'il est régulier et que nous avons des habitudes de vie, on ne vit pas forcément en harmonie constamment à l'écoute de nos sensations, forcément on crée des nœuds. Et donc l'idée des automassages, c'est d'éviter d'accumuler ces nœuds et de régulièrement faire un petit peu
un passage en revue de toute notre structure corporelle. Comme une petite toilette. Une petite toilette, un petit brossage, non pas des dents, mais un brossage myofacial. Voilà, pour employer un mot complexe, myofacial, ça veut dire tous les muscles, les fasciales, les tendons, les ligaments, de toute notre enveloppe corporelle. Et je trouve que c'est chouette d'avoir un outil où on peut soi-même s'occuper de notre enveloppe corporelle. Ça n'enlèvera rien qu'on aime bien les massages, qu'on aime bien les câlins, mais les automassages. Donc moi personnellement, j'ai rencontré les automassages en 2010. Je pense que beaucoup de gens en France ont découvert les automassages à l'aide d'outils, grâce à Christophe Cario, qui est ancien champion du monde de karaté, 5 fois champion du monde de karaté artistique, où il s'est blessé, comme je veux dire, c'est rien d'extraordinaire, comme tous les sportifs de haut niveau, il s'est blessé, comme beaucoup, on lui a dit votre carrière est finie, sauf que et lui, il a dit non, ma carrière est pas finie. Et il s'est posé les bonnes questions, disant mais pourquoi j'ai mal, pourquoi je souffre depuis toujours, depuis que je m'entraîne des heures par jour, mais je souffre, alors qu'on nous dit partout que il faut faire du travail corporel et que le travail corporel et le sport c'est bon pour la santé, on se sentira bien. Et tous les sportifs professionnels souffrent dans leur corps. Et tout même beaucoup, me dit-on, de profs de fitness souffrent de leur corps, alors qu'ils font, évidemment, des heures tous les jours, mais ils font des méthodes qui sont censées être bonnes pour tout le monde. Alors, je sais bien qu'on dit toujours que c'est la dose qui fait le poison, mais quand même, on va pas me dire que quelqu'un qui donne 4 ou 5 heures de fitness par jour doit être en mauvaise santé. Il y a quelque chose qui peut-être ne va pas dans ce qu'on fait, dans la manière dont on écoute notre corps, ou dans les pratiques corporelles qu'il y a, ou peut-être aussi on s'occupe pas assez de nos tissus, et les automassages, voilà, vont permettre aux sportifs, aux non-sportifs, aux personnes âgées, aux jeunes, aux vieux, à tout le monde, de faire, comme tu disais là, cette petite toilette des tissus du corps. Et ça c'est quelque chose d'important qui nous a vraiment changé la vie. Quand moi, en 2010, j'ai découvert ça, ça m'a littéralement changé la vie, et depuis, je l'ai enseigné à de nombreuses personnes dans nos stages, en séances individuelles ou dans la vie personnelle, ces automassages qui peuvent se faire avec des outils qu'on trouve comme un rouleau à pâtisserie pour se masser les mollets, des balles de tennis, des petites choses comme ça, ou bien sûr, il existe des outils qui ont été créés par différents professionnels, kinésithérapeutes, sportifs, etc., des outils plus précis qui permettent d'aller vraiment très en profondeur, que nous on recommande et qu'on utilise, comme les rouleaux de massage, les bâtons de massage et différents types de balles en caoutchouc faites exprès. Donc ça, c'est une première chose que nous préconisons, c'est l'utilisation que nous utilisons nous dans notre vie de temps en temps. Alors, faut avouer, on n'en fait pas tous les jours. Non. On n'en fait pas tous les jours. C'est souvent en alternance avec d'autres activités ou par phase. Il y a des moments dans notre vie où on va utiliser régulièrement les automassages. Mais cela étant dit, c'est très rare. C'est pas très rare. Quand on part en déplacement quelque part, on emporte toujours avec nous au moins un ballon, un rouleau, des balles, quelque chose. Et en cas de besoin, on peut s'automasser sur le bord de la route quand on fait des longs trajets en autoroute, ou souvent à l'hôtel le soir quand on est en déplacement. Pour éviter d'attendre d'avoir mal. D'attendre d'avoir mal avant de se dire tiens, il faut que j'aille chez le kiné, il faut que j'aille chez l'ostéopathe, il faut que j'aille voir le docteur, prendre des anti-inflammatoires. Non. L'idée, c'est d'éviter d'accumuler les tensions. Donc ça, c'est notre premier outil, les automassages. Alors, autre outil, on l'a dit, ça va avec, c'est ce que en IMP on appelle les procédures d'intégration tactile. Alors, c'est un peu différent du massage. Il existe, tout le monde connaît les différents types de massages. Il y a les massages soi-disant thérapeutiques, les massages thérapeutiques, et les massages, j'allais dire, soi-disant de confort et de bien-être qui ne sont pas thérapeutiques. La réalité, c'est que je pense tout toucher est thérapeutique, je pense de toute façon que tout ce qu'on fait, l'éducation est thérapeutique, tout est thérapeutique, parce que je pense toute chose dans la vie nous fait évoluer, grandir, avancer, et tout est thérapeutique. Mais bref, pourquoi on dit ça? Parce que les praticiens de santé, les kinésithérapeutes, ont une sphère réservée de massage thérapeutique qui est, c'est vrai, pas la même chose. Quand je me casse une jambe ou quoi que ce soit, il y a des stimulations spécifiques qui sont indispensables pour la rééducation, qui sont faites uniquement par les masseurs kinésithérapeutes. Par opposition, les gens qui font du massage de bien-être vont utiliser des techniques qui ont pour but le bien-être de la personne, le développement personnel, le ressenti. Et donc ça, c'est très intéressant. Nous, on a pratiqué pas mal de techniques de massage, où on s'est surtout fait recevoir différents types de massages, shiatsu, chinois, indien, balinais, et puis des massages de chez nous, californiens, suédois, etc., etc.
on peut pas dire l'un est mieux que l'autre, ils sont tous différents. C'est fascinant de voir toutes les cultures du monde qui ont créé des différents types de massages. Et nous, en IMP, on a intégré ce qu'on appelle des intégrations tactiles. C'est pas vraiment des massages. La personne n'est pas déshabillée, on n'utilise pas de l'huile, ce sont plus des pressions sur les articulations du corps. Des pressions, des lissages. Des rotations articulaires. Voilà. Et toi, tu vas utiliser ça avec le type de public principalement. Moi j'utilise je reçois un public assez diversifié, mais j'utilise dès les petits enfants, enfin dès les bébés même, des bébés qui présentent des stress ou. Il faut dire que tu enseignes aussi le massage bébé depuis pas mal d'années. Ouais. Voilà. Donc avec les plus petits comme des adultes en fait qui viennent pour améliorer différentes choses et puis globalement abaisser leur stress. C'est ça. Donc c'est un outil, les intégrations tactiles, on les appelle comme ça nous en IMP, mais qui vont être intéressantes pour nous. Ce qui nous intéresse en IMP, favoriser l'intégration des réflexes archaïques, on aura l'occasion de reparler de cette thématique plus tard, mais aussi de permettre à la personne d'accéder à la détente, au recentrage, et d'amplifier sa respiration, de se sentir en phase avec elle-même. Donc toute personne, bébé, adulte, enfant, qui présente une envie de se détendre et de se sentir plus en harmonie, le massage, on l'appelle pas le massage, mais le massage de manière générale et l'intégration tactile va être appropriée. Et nous, en IMP, c'est basé sur les travaux essentiellement de synthèse de Svetlana Mazgutova, qui a synthétisé à partir de plein de connaissances qu'elle a, parce qu'elle est russe, de techniques de massage qui existent en Russie, et puis dans le monde de la psychomotricité, dans le monde de la motricité, du travail avec les personnes en situation de handicap, etc. Elle a créé 2 procédures d'intégration tactile, une réservée, orientée sur le visage, et une sur l'ensemble du corps. Voilà. Et à chaque fois, si on fait cette procédure dans sa globalité, elle dure 1 heure. Au minimum 1 heure. Donc on a 1 heure d'intégration tactile faciale et puis 1 heure d'intégration tactile de l'ensemble du corps. Et nous, on trouve que ces techniques sont très intéressantes. Alors en IMP, on a fait quelques petites modifications, on va dire, mais c'est vraiment mineur, parce que j'ai rajouté des petites choses que j'ai appris de l'éducation kinesthésique de Paul Denison, petites choses comme ça, mais bon, c'est mineur. C'est vraiment une procédure qui a été synthétisée, 2 procédures par Svetlana Mazgutova, qui est une docteure en psychologie russe, spécialiste des réflexes archaïques. Et ces 2 procédures sont très intéressantes pour améliorer, je pense, notre schéma corporel, la prise de conscience de notre schéma corporel. Et c'est pourquoi je vais en parler dans cette connexion sensorielle, cette première connexion primordiale. C'est l'importance d'avoir un bon schéma corporel. C'est important au niveau physique, au niveau psychique, et aussi bien, je dirais, avec une personne âgée qu'avec un enfant qui est, par exemple, moi je travaille beaucoup avec les enfants en difficulté d'apprentissage, et souvent ils ont du mal avec leur schéma corporel, ils ont du mal avec la latéralité, droite, gauche, haut, bas, avant, arrière, et en parallèle, demain, hier, etc. Et souvent la procédure d'intégration tactile, qu'on va montrer aux parents qui vont pouvoir faire avec leur enfant, va énormément aider. Oui, et puis je dirais qu'il n'y a pas de prérequis particulier pour donner cette intégration, pratiquer cette intégration. Il n'y a pas de connaissances spécifiques, je dirais, approfondies, en tout cas en anatomie ou autre, ou parfois on se forme à des gens qui se forment à des techniques de massage, il faut vraiment une connaissance approfondie du corps, etc. Là, l'idée c'est de se brancher un petit peu sur la personne, de rester agréable et lui demander de rester connecté à ses sensations, et les choses se font assez facilement. Voilà. Donc, premier moyen pour être dans sa connexion sensorielle, c'est les automassages. Le deuxième, c'est le prolongement, évidemment, c'est l'intégration tactile ou le massage reçu par un professionnel. Et le troisième sur lequel on voulait clôturer ce podcast, cette émission d'aujourd'hui, c'est un exercice qui nous vient de l'éducation kinesthésique et au-delà de ça de la méthode Alexander, qui est la fontaine intérieure, ou le geyser intérieur, en quelque sorte. C'est plus une visualisation qu'autre chose, mais c'est quelque chose que nous utilisons énormément dans notre vie personnelle et dans notre vie professionnelle, qu'on enseigne beaucoup au cabinet, aux gens qui viennent nous voir en individuel, et dans nos formations. Qu'est-ce que c'est que cette fontaine intérieure, ou ce geyser intérieur? C'est d'imaginer que
notre énergie vitale est dans notre ventre. Et cette image que je fais prendre aux enfants est la suivante. Quand je mange, j'ingère des aliments par ma bouche et je vais déglutir et ces aliments ils vont descendre et arriver dans mon estomac et qui va broyer ces aliments et ensuite ces aliments vont arriver dans mes intestins. Alors tous les enfants savent qu'on a plusieurs mètres d'intestins et que les aliments font des tours et des détours dans nos intestins et le but des intestins c'est d'assimiler tous ces aliments et de prendre les vitamines etc. et en particulier de prendre l'énergie qu'il y a dans ces aliments et cette énergie doit ensuite être répartie dans tout notre corps pour qu'on puisse vivre, bouger et c'est ça, cette histoire de fontaine d'énergie. Si je dis aux enfants, tu vois que tes parents, ils ont fait le repas de Noël, ou le repas de Pâques, ils ont beaucoup mangé, ou ils ont fait la fête, est-ce que après avoir beaucoup mangé, ils sont pleins d'énergie, ou ils s'endorment tous dans le canapé, ils sont fatigués, etc. Et c'est ce qui se passe quand on a trop mangé, toute notre énergie est dans notre système digestif, dans notre ventre, et on est fatigué. Et on fait la sieste. L'idée est la suivante. Les aliments viennent dans mon ventre, de visualiser ensuite que l'énergie remonte le long de ce qu'on pourrait appeler notre ligne médiane ou de notre colonne vertébrale et que cette énergie remonte. Quel est le but de cette visualisation? Donc, je visualise un geyser, c'est peut-être un petit peu ambitieux, mais une fontaine qui jaillit de mon ventre, qui monte depuis le nombril ou peu importe d'où, en dessous, au-dessus du nombril, qui en tout cas remonte depuis peut-être même le périnée, monte le long de mon sternum, passe jusque dans le cou et jaillissent au niveau du visage en quelque sorte. Et à ce moment-là, si on imagine un geyser, eh bien l'eau monte au centre et s'écoule sur les côtés. Qu'est-ce que c'est que cette visualisation? C'est tout simplement une visualisation posturale. Mais sans parler de la posture aux gens. Je dis à l'enfant qui est avachi sur son bureau, est-ce que ta fontaine peut jaillir? Alors si je suis avachi sur mon bureau, la fontaine, elle peut pas jaillir. Ça n'existe pas une fontaine tordue. La fontaine, elle est droite. Mais je dis pas aux enfants, tiens-toi droit, jamais. Et je dis pas à un adulte, vous êtes avachi, tenez-vous droit. Je dis, visualisez cette fontaine d'énergie. Quand est-ce que je vais utiliser ça? Pour moi, parce que l'idée, c'est pour moi dans ma vie de tous les jours. Eh ben, je vais l'utiliser quand je fais du vélo, quand je conduis la voiture, quand je mange, quand je suis fatigué, quand je lis, quand on est à mon bureau. Je dis pas que je le visualise 100% du temps, loin de là. Mais tout d'un coup, je m'aperçois, oula, je suis fatigué, oula, je suis pas en forme, oula, j'ai la tête en avant en train de regarder mon écran d'ordinateur. Et je visualise tout de suite cette fontaine énergisante, cette fontaine intérieure, ce geyser intérieur. Et qu'est-ce qui se passe automatiquement? Sans que je ne cherche à faire rien consciemment. Je me grandis, j'ouvre les épaules, je redresse ma tête, j'oriente mon regard vers l'horizon. Et tout de suite, si je suis en train de marcher, je me sens beaucoup mieux dans mon corps. Oui, les appuis des pieds sont plus stables. Plus stables. On se sent dynamisé. Alors que quand cette fontaine est en bas, qu'on imagine que cette fontaine descend ou que tout simplement on ne pense pas à cette fontaine, on a tendance à être avachi, fatigué. Si on marche, par exemple, c'est un exercice qu'on fait beaucoup dans nos stages, on demande aux gens, visualisez cette fontaine d'énergie montante. Et maintenant, marcher. Alors les gens marchent, et on regarde, on leur a rien dit sur la posture, ni sur les épaules, ni rien, et on voit qu'ils se tiennent bien, qu'ils sont fiers, qu'ils ont les épaules ouvertes, la tête bien alignée avec le corps. Et puis on dit, comment vous sentez votre marche? Alors les gens disent, je me sens léger, dynamique, et comme par une belle promenade. Et puis, au contraire, on leur dit, maintenant imaginez cette fontaine, elle est tout en bas. Elle reste dans votre ventre. Donc l'énergie est stagnante. Et marcher. Et on voit les gens, tout d'un coup, on entend le regard au sol. Voilà, le regard au sol, les pieds lourds, et puis on voit que les gens ils se tiennent avachis, voûtés, et puis on leur demande comment vous vous sentez, ils disent on se sent lourd, on manque d'énergie, on se sent comme quand on est fatigué après le boulot, etc. Donc ce qu'on dit c'est à chaque fois que vous vous sentez comme après le boulot, fatigué, avachi ou manquant d'énergie, pensez à cette fontaine intérieure. Et ça c'est quelque chose qui nous apporte beaucoup de choses. Quand nous on est professeurs, on doit parler devant un groupe, hop, tout de suite fontaine intérieure est visualisée, la gorge s'ouvre, la voix est plus posée, beaucoup moins de fatigue. Et je pense que ça c'est une chouette chose. Et on disait que notre base pour ces connexions primordiales, c'est l'observation des bébés. Les bébés ont une magnifique fontaine intérieure, on regarde leur posture.
ils se tiennent bien, ils sont assis, ils bougent, ils ont plusieurs mois, ils ont 1 an, ils ont 2 ans, ils ont 3 ans, pour autant que ce soit des bébés qui ne soient pas derrière un écran, ils se comportent bien. Et malheureusement, parfois, l'excès d'école, si on les met trop tôt, et surtout s'ils ont l'école en journée, plus les écrans le matin et le soir, ils perdent très vite cela. Je dirais, c'est pas tellement l'école, c'est la chaise, c'est l'excès d'être assis toujours sur une chaise derrière un écran, ou un cahier, un tableau qui va faire perdre cette fontaine. Donc c'est important. Donc voilà les 3 outils qu'on propose. La visualisation de la fontaine intérieure, de ce geyser intérieur, qu'on peut à tout moment de la journée se stimuler, se rappeler, visualiser, en disant tiens, est-ce que mon énergie peut jaillir comme ça depuis le bas du corps jusqu'au haut du corps. Et puis aussi les automassages, les massages, l'intégration tactile. Voilà un petit peu, sans avoir été exhaustif sur ce sujet de connexion sensorielle, je dirais, en résumé, l'importance de être dans son observateur. Être observateur de qu'est-ce qui se passe dans ma vie, où je suis là dans mon corps, qu'est-ce que je ressens, est-ce que j'ai réellement faim, est-ce que j'ai réellement envie de cette cigarette, est-ce que je suis bien là à regarder 1 épisode, 2 épisodes, 3 épisodes de ma série télé les uns à la suite des autres, est-ce que mon corps, je suis en écoute de ce corps, en écoute de mes émotions, en écoute de mes réels besoins, de mes connexions primordiales. Alors c'est la première connexion primordiale, on abordera une autre connexion primordiale d'autres fois. Ça va ? C'est très bien. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter, partager, échanger? Bon, parfait. Alors bonne continuation dans le jeûne intermittent et on vous donnera des nouvelles la prochaine fois. Merci de nous avoir écoutés et au plaisir pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir.